Bonsoir mesdames et messieurs, au nom de Retraite Populaire, je vous souhaite la cordiale bienvenue à notre webinaire Logement est prêt, réaliser son projet d'achat ou de rénovation. Je me présente, mon nom est Sandrine Duvoisin, je suis la responsable pour la clientèle privée au sein de Retraite Populaire. Comment va se dérouler notre webinaire de ce soir et les sujets qui vont être abordés? Nous allons tout d'abord parler d'évolution de l'immobilier et des prix, les différents types de propriétés qu'on peut retrouver dans le marché hypothécaire, comment vous pouvez financer votre bien immobilier. Je viendrai avec un exemple concret. Je parlerai ensuite des différentes sortes d'amortissement au niveau de vos dettes hypothécaires. Je vous parlerai également de nos taux hypothécaires et un petit peu du marché actuel et ce que nous vivons, ainsi que les solutions que nous proposons à notre clientèle privée. Et ensuite, je passerai la parole à Thiago Esteves pour la partie de la Romande Énergie qui parlera des étapes clés pour réussir votre projet énergétique. Tout d'abord, Retraite Populaire, qui sommes-nous? Nous sommes experts dans plusieurs domaines, dont l'assurance vie, la prévoyance professionnelle, l'immobilier, la gestion des caisses de pension et en particulier le sujet qui nous intéresse ce soir, les prêts. En termes de prêts, qui sont nos clients aujourd'hui? Principalement des habitations dans le canton de Vaud et nous avons également quelques financements hypothécaires dans des cantons limitrophes. Nous sommes une entreprise vaudoise de droit public et sans but lucratif. Et une chose importante qu'il faut connaître, c'est que nos conseillers ne sont pas rémunérés à la commission. Donc nous sommes sur un conseil neutre par rapport à votre situation et à votre besoin. Nous avons 4 valeurs au sein de Retraite Populaire. Nous avons une valeur d'efficience, de fiabilité, de proximité et de responsabilité. Regardons à peu près de plus près ce qui se passe au niveau du prix de l'immobilier depuis quelques années. Alors, ce qu'on peut constater, c'est que la hausse des prix continue depuis 10 ans à peu près, qu'on a un décalage entre les maisons individuelles et les appartements depuis 2 ans qui est dû surtout à la crise sanitaire qu'on vient de vivre par rapport au fait que les gens préfèrent avoir des plus grands appartements, avoir une pièce complémentaire pour le télétravail. Je pense qu'il sera intéressant de voir ces prochains mois, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de vivre une forte hausse des taux d'intérêt, mais j'y reviendrai plus en détail dans les prochains slides, et voir comment le marché de l'immobilier va se comporter par rapport à cette hausse des taux d'intérêt. L'immobilier est la Suisse. En fait, la Suisse, elle est surtout un pays de locataires si on se compare à nos voisins limitrophes. Effectivement, pourquoi on est un pays de locataires? Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Comme on l'a vu auparavant, il y a une forte hausse de la demande, donc des prix qui sont très élevés, qui sont aussi dus en fait à la difficulté de trouver encore du terrain qui soit constructible et des prix qui soient abordables. Et la deuxième chose, c'est qu'en Suisse, nous avons cette loi par rapport à la constitution des fonds propres, où lorsque vous voulez devenir propriétaire, vous devez disposer d'au minimum 20% de fonds propres, dont 10% proviennent de vos propres liquidités. Je reviendrai également en détail sur les slides prochains par rapport à cette loi. Donc, ces 2 facteurs essentiels sont difficiles pour les jeunes aujourd'hui de constituer une épargne pour pouvoir acheter leur bien immobilier. Quelle est l'évolution maintenant des prix par rapport à la Suisse romande? Comme je l'ai dit auparavant, on a pu constater que ces 2 dernières années, la forte demande au niveau des maisons individuelles, comme je l'ai dit, c'est dû que le fait que les gens ont besoin aujourd'hui d'un espace plus grand. Beaucoup de personnes ont été en télétravail pendant 2 ans, restent avec du télétravail, donc évitent des trajets. Et on voit vraiment qu'il y a eu une demande plutôt pour des centres non urbains en campagne et où les prix sont quand même aussi plus bas que les prix en ville. Si maintenant je viens au niveau des différents types de propriétés. Tout d'abord, la propriété individuelle. En fait, vous êtes seul le responsable de l'entretien, des dommages et des paiements que vous devrez faire auprès de votre institut financier qui vous finance. Et prenons un exemple, c'est en fait pour les propriétaires, lorsque vous achetez une maison,
seul, mais vraiment seul. Et là, vous serez seul propriétaire et à ce moment-là, on parle uniquement de propriété individuelle. La propriété commune, elle, vous êtes propriétaire en commun. En général, il y a un contrat qui va définir qui participe à quelle hauteur du bien immobilier. Les partenaires ne peuvent pas disposer librement de leur part et les décisions doivent être prises en commun. Un exemple type de la propriété commune est la Warille. La copropriété, c'est finalement le type de propriété que vous allez rencontrer le plus souvent et en particulier ce qu'on appelle la PPE, la propriété par étage. La propriété par étage, en fait, elle va être constituée par une PPE qui sera inscrite au registre foncier. Vous allez avoir des parties communes dont vous êtes responsables tous ensemble et vous aurez votre part à vous qui concerne votre appartement ou votre maison. Si je prends plutôt d'un point de vue de l'état civil, les couples mariés en général choisissent la copropriété. Et en fait, ils seront inscrits sur le registre foncier jusqu'à quelle part de copropriété ils ont. En général, c'est 50%, 50%. Maintenant, ça peut très bien être 80-20. Je prends un exemple. En couple achète, il y a une donation des parents de madame et madame, en fait, apporte le 80% des fonds propres. À ce moment-là, je conseille de mettre juste au niveau des parts de copropriété sur le registre foncier. En ce qui concerne les concubins, un contrat de concubinage est fortement conseillé afin de régler tous les problèmes en cas de succession du couple. Maintenant, je vais passer aux différents contrats qui existent sur le marché. Alors, clé en main, comme le nom l'indique, vous allez faire un versement dans un compte qui peut être de l'ordre de 5 à 20% lors de la signature de l'acte de vente chez le notaire. Et le solde, en fait, il sera livré quand votre maison ou votre appartement sera complètement fini d'être construit. À ce moment-là, vous allez recevoir les clés de votre maison et le transfert de propriété pourra se faire. Vous aurez un impôt des frais de notaire de 5% à payer, mais sur la totalité du projet. A contrario, l'acquisition en quote-part terrain, vous allez acquérir une partie d'un terrain où là, les frais de notaire seront à payer uniquement sur la partie terrain, donc environ les 5%. Et ensuite, vous devrez avoir déjà votre crédit de construction auprès d'un établissement financier. Et celui-ci va se décaisser au fur et à mesure de l'avancement de vos travaux et vous aurez en fait, lorsque l'électricien, le carreleur aura fini les travaux, à ce moment-là, il y a un bon de paiement qui sera payé directement au maître de l'ouvrage. Ça, en fait, ça dépendra en fait de l'entreprise générale, quelle solution elle vous propose lorsqu'il y a des promotions immobilières. Ce qui m'en vient maintenant justement aux différents types de contrats qu'on peut retrouver dans le marché immobilier. Comme je l'ai dit auparavant, l'entreprise générale, qui elle est en fait responsable de construire le bien immobilier de A à Z pour un prix forfaitaire qui a été convenu en avance. Et vous connaîtrez également les plus-values que vous aurez faites pour ce bien immobilier. En général, il n'y aura pas de surprise à la fin. L'avantage, finalement, c'est que ce soit simple, que ce soit standard et que vous gagnez du temps et des coûts. L'entreprise générale, elle pourra le faire soit, comme je l'ai dit avant, en clé en main ou soit sous forme de code par terrain. Dépendra tout de la promotion. Mais à bien contrôler lorsque vous faites un achat ou lorsque vous faites vos recherches dans bien immobilier. L'autre type de contrat que l'on rencontre moins souvent, c'est les mandats d'architecte. Pourquoi? Parce que le terrain devient rare. Il y a des plans d'urbanisme qui se font aujourd'hui au niveau politique. Donc souvent, on essaye d'avoir une densité maximum avec le terrain qui est aujourd'hui constructible et à disposition, je dirais, du marché immobilier. Alors, si vous avez la chance d'avoir déjà du terrain ou de pouvoir acquérir un terrain, vous pouvez avoir un service sur mesure avec le mandat d'architecte, puisque là, vous allez déterminer avec lui un plan total de la construction de votre maison, ainsi qu'un plan financier qui sera établi par rapport au maître d'œuvre, et vous aurez un choix complet. Et là, alors vraiment, ce sera au fur et à mesure que les travaux vont être faits, un décaissement sera fait de votre compte de la banque pour payer en fait chaque maître d'œuvre qui œuvront sur votre chantier.
ce type de modèle est quelque chose d'un petit peu plus assez difficile, pas difficile, mais plus, on va dire, demande plus de surveillance par rapport à un établissement bancaire, puisqu'elle va contrôler tous les décaissements qui aura lieu par rapport à votre maison. Si maintenant je prends comment financer mon bien immobilier, je vais vous parler des fonds propres et du prêt hypothécaire. Et le crédit de construction, on l'a déjà vu par ces différentes solutions au niveau de la forme et du type de propriété. Là, vous avez une maison. Finalement, on voit que vous avez en premier, deuxième rang qui va jusqu'à maximum 80%. Alors ça, c'est un exemple très théorique parce qu'aujourd'hui, dans la pratique, on parle uniquement de premier rang. Donc, je prends l'exemple, vous avez un prix d'achat d'un million, vous aurez une hypothèque au maximum de 800 000 francs. Une exception pourra être faite, vous pourriez aller jusqu'à 900 000 francs si vous mettez en garantie votre caisse de pension et je reviendrai dans les prochains slides quelle est cette particularité. Au niveau des fonds propres, vous devrez amener au minimum 20%, dont 10% absolument doivent provenir de votre propre épargne et je prendrai également les exemples à la prochaine slide. Concernant les 10 autres pourcents, ils pourront provenir de votre caisse de pension pour autant que ce soit pour un achat d'une résidence principale. Là, j'insiste, c'est vraiment pour votre résidence principale et non pas pour une résidence secondaire et non pas pour un bien d'investissement. C'est 10%, maximum 10%, oui, mais si vous voulez amener plus que 10%, vous pouvez. Mais ce sera alors, dans ce cas, en plus de vos fonds propres. Si je prends maintenant d'où viennent vos fonds propres, comme je vous l'ai dit, les minimum 10% de liquidité, ils peuvent être sous différentes formes. Ils peuvent provenir de vos avoirs bancaires, donc vos liquidités, votre épargne, votre dossier titre, une donation de vos parents ou d'un oncle, d'une tante ou je ne sais, d'une autre personne. Et également tout ce qui concerne les avoirs de troisième pilier, qu'ils soient sous forme bancaire ou soit sous forme d'assurance vie. Si maintenant, souvent on se pose la question, ou souvent les gens quand ils achètent, ils disent mais finalement, j'ai pas tout à fait les 20%, je veux prendre mon deuxième pilier, j'hésite entre le retrait cash du deuxième pilier ou de mettre ce qu'on appelle en garantie. Et dans le jargon financier, on parle de nantissement de votre caisse de pension. Et je pense que c'est important que vous connaissiez l'impact selon le choix que vous allez faire. Si maintenant vous faites un retrait de votre caisse de pension, vos prestations à la retraite, donc votre rente à la retraite va diminuer dans la plupart des cas. Ceci, il est toujours bien à vérifier auprès de votre caisse de pension et un conseil vraiment que je vous donne, c'est de faire la simulation avant le retrait et de demander à votre caisse de pension une simulation après le retrait de votre caisse de pension pour connaître les diminutions de vos prestations, soit en termes de retraite, soit en termes de risque. Chaque caisse de pension a son propre règlement et chacun a sa manière de faire, d'assurer en fait son personnel. Ça, c'est vraiment le choix de l'employeur. Il y a toujours un minimum à respecter, mais l'employeur peut toujours faire mieux. Le nantissement, lui, il n'aura aucune incidence sur votre rente à la retraite. Les prestations d'essai invalidité, c'est le même discours qu'auparavant. Très souvent, il y aura une baisse. Par contre, si vous avez une caisse de pension qui vous assure on va dire des primautés de prestations par rapport au risque, là il n'y aura pas d'incidence. Par contre, le nantissement, sûr qu'il n'y aura aucune incidence sur la baisse de vos rentes d'invalidité ou vos rentes de veuve ou d'orphelin si malheureusement il devait avoir un décès. L'imposition, vous aurez un retrait sur les capitaux que vous allez prélever de votre deuxième pilier ou de votre troisième pilier. Ce taux, en fait, est calculé séparé de vos autres revenus à 1/5 du taux au niveau fédéral et 1/5 au niveau cantonal. Ceci, c'est une nouveauté depuis le 1er janvier 2020 dans le canton de Vaud. Donc, on a une baisse à peu près de 40% sur ces impôts de prestations en capital. Donc, intéressant de contrôler. Par contre, le nantissement, il y aura encore un impôt à payer, le fait que vous mettiez en garantie votre caisse de pension. Quant aux intérêts hypothécaires, si vous faites un retrait, comme votre dette sera plus basse, elle sera 800 000 par rapport à ce qu'on a vu auparavant, vous allez payer moins de charges hypothécaires. Et par contre, au niveau du nantissement, vous allez payer plus de charges hypothécaires. Un point très important, si vous avez des rachats possibles dans votre caisse de pension,
si vous avez fait un retrait pour l'encouragement à la propriété, vous devrez d'abord rembourser cet encouragement à la propriété et ensuite vous pourrez effectuer des rachats. Par contre, si vous avez nanti votre caisse de pension, vous pourrez en tout temps faire des rachats. Ce qui est important ici, je dirais que si vous avez les moyens et la capacité financière de le faire, donc des revenus qui sont importants par rapport à la charge hypothécaire hypothétique qu'on calcule, qu'on va voir comme exemple, je vous conseille vivement le nantissement. Maintenant, vous achetez un bien immobilier, l'établissement financier ou nous-mêmes, on va en fait évaluer votre bien. Alors, la méthode hédoniste en fait permet de déterminer la valeur d'un bien immobilier en s'appuyant sur les prix de biens comparables en Suisse. Nous avons un outil qui recense toutes les dernières transactions immobilières qui ont été effectuées dans la région où vous allez acquérir votre bien et qui permet de faire des comparaisons. Deux choses peuvent arriver. Soit vous achetez votre prix et il correspond à notre valeur, ou il est en dessous il est au-dessus en dessous de notre valeur. À ce moment-là, on va vous financer 80%. Par contre, si le prix que nous on estime est en dessous du prix d'achat, vous devrez rajouter des fonds propres. Maintenant, je vais arriver plutôt avec un exemple concret. Donc, vous êtes une famille avec 2 jeunes enfants, en revenu de monsieur, madame de 242 000 francs, en prix d'achat de la maison de 1 350 000. Nous allons voir ensemble la capacité financière ainsi que les possibilités d'amortissement. Prenons en détail, madame a un salaire de 140 000 francs, monsieur de 90 000 francs, une activité accessoire pour monsieur de 4 800 francs, ainsi que des allocations familiales de 7 200 francs. On a un total revenu du couple de 242 000 francs. Au niveau des fonds propres, monsieur et madame ont beaucoup épargné, 230 000 francs. Il y a également une donation des parents de madame de 150 000 francs. Aujourd'hui, madame et monsieur ont en compte troisième pilier de 25 000 et 30 000 francs, soit compte, soit assurance vie, et ont une valeur de leur caisse de pension pour l'accès à la propriété de 95 000 pour madame et de 100 000 francs pour monsieur. Comment va se faire le calcul en fait de la charge financière du couple? Je vais d'abord juste reprendre le financement, comment il va être découplé. Donc, prix d'achat 1 350 000, 350 000 francs de fonds propres. Bon, on a vu auparavant qu'ils avaient un peu plus, mais là, on va partir sur 350 000 francs de fonds propres qui proviennent de 180 000 francs des liquidités du couple, de la donation des parents de madame 150 000 et monsieur prend en compte troisième pilier 20 000 francs. Le reste, j'ai laissé les liquidités parce qu'il faudra toujours ne pas oublier qu'il y a à peu près 5% de frais d'achat. Ces liquidités, vous devez les avoir en plus par rapport à vos fonds propres. Ainsi aussi que d'éventuels impôts que vous devriez payer sur la caisse de pension ou sur votre compte ou votre police troisième pilier. Ensuite, un intérêt théorique de 5% à 1 million. Donc ça, c'est un intérêt théorique, ce n'est pas le taux d'intérêt actuel. Et ensuite, un amortissement de 7 330 francs. Donc c'est en fait le deuxième rang, le fameux premier deuxième rang, qui est à hauteur de 15%, qui devrait être amorti en 15 ans. Et ça, c'est les règles de la FINMA qui nous l'obligent. Et ensuite, pour le calcul de cette capacité financière, 1% de frais d'entretien seront pris dans la base du calcul, ce qui nous fait des charges en tout de 70 830 francs dans notre exemple. Nous allons les diviser par votre revenu, 242 000 francs, ce qui nous fait à peu près une charge théorique de 30%. Donc, ce qu'il faut savoir, tous les établissements, à peu près, ont les mêmes règles et vont jusqu'à une capacité financière de 33,3%. Si on fait un calcul plutôt de charge effective, donc en millions, en 76, c'est notre taux aujourd'hui actuel de retraite populaire pour une durée de 5 ans, plus l'amortissement qu'on a vu sur 15 ans de 7 330 francs, 6 000 francs, c'est en fait les frais d'entretien réels et non théoriques. Ça, c'était plus pour vous rendre compte au niveau du prix du loyer, qu'est-ce qui se passe. On arrive en tout à 30 930 francs, ce qui fait un loyer de 2 577 francs par mois, avec en 76 à 5 ans. Aujourd'hui,
juste pour vous donner un exemple, on a presque doublé les taux d'intérêt sur le marché, ce qui faisait avant un loyer nettement plus bas. Maintenant, je vais vous parler des sortes d'amortissements que vous pouvez avoir. On a l'amortissement direct, c'est à peu près 10% des clients qui choisissent cette solution. L'amortissement indirect, qui en fait, d'un côté, va vous permettre d'épargner par rapport à l'objectif d'amortissement que l'établissement vous a donné et pouvoir déduire fiscalement les primes jusqu'à un montant de 6 883 francs si vous êtes salarié et que vous cotisez à une caisse de pension. Et de l'autre côté, votre dette reste constante et les impôts, en fait, sont constants. Si maintenant, je parle plus de taux d'intérêt et de nos solutions hypothécaires, comme j'ai dit auparavant, il y a une forte hausse des taux d'intérêt actuellement concernant les prêts hypothécaires surtout à moyen et long terme. J'ai ressorti, pour juste vous donner un exemple, nos taux en décembre 2021 se situaient à 1,30 pour 10 ans et aujourd'hui sont à 2,42. Donc on voit qu'il y a presque le loyer qui double par rapport à il y a quelques mois en arrière. Comment sont fixés nos taux? Ils sont fixés sur le principe de la mutualité et les taux différenciés et vont être en fonction de votre profil par rapport à votre capacité financière et à l'estimation de votre bien immobilier. Tous nos taux sont affichés aujourd'hui sur Internet et nous montrons beaucoup de flexibilité et on va toujours chercher la solution qui correspond à votre besoin et à votre situation. Par rapport justement à nos avantages pour les prêts hypothécaires, donc nous n'avons pas de frais de dossier. Nous pouvons faire des crédits de construction avec des promesses de consolidation. Aujourd'hui, on n'a pas de forward pour un taux qu'on pourrait fixer à l'avance. Donc ça, c'est très intéressant par rapport au marché. Et là, je dirais la plus intéressante de nos particularités, c'est que si vous achetez en bien immobilier, nous ne prenons aucune pénalité en cas de votre vente de votre bien immobilier pour une résidence principale et secondaire. Et comme je vous l'ai dit auparavant, si nantissement de la caisse de pension, nous pouvons aller jusqu'à une possibilité de 90% au niveau du financement hypothécaire. Très bien. Maintenant, je n'ai fini pour ma part et je vais passer la parole à Thiago pour la suite au niveau des rénovations énergétiques. Merci Sandrine. Bonjour, je me présente, Thiago Esteves de Romande Énergie. Je suis technico-commercial et j'ai la chance de pouvoir vous informer sur les solutions qui vont à venir, que j'ai l'habitude de conseiller tous les jours à tous mes clients. On va vous parler de projets énergétiques, donc de rénovation énergétique. On a parlé principalement aujourd'hui d'achat, vente, mais on va aussi vous parler de ce que vous pouvez entreprendre pour votre bien, pour accompagner sur l'ensemble de la transition énergétique. Et pour commencer en parlant de transition énergétique, on a parlé d'achat de biens. Pour ceux qui achètent ou vendent des biens, ils ont sûrement déjà entendu parler du CECB, donc du certificat énergétique cantonal des bâtiments. Le CECB, c'est l'analyse qui va étiqueter l'efficacité énergétique globale d'un bâtiment ainsi que l'efficacité énergétique de l'enveloppe. Comme on peut le faire pour les électroménagers, ça va classifier d'une lettre de A à G. Pour ceux qui vendent un bien, ils ont déjà dû entreprendre, et ceux qui rachètent un bien, ils ont déjà pu avoir ce document dans les mains. Ce document, cette solution existe en deux solutions. Il y a le CECB, le certificat que je viens de vous décrire avec l'étiquette énergie, mais il y a aussi le CECB+, qui lui, basé sur ce certificat, vous propose des solutions d'amélioration complète pour le bâtiment. On fait un état des lieux énergétique sur tous les points, que ce soit l'isolation, la toiture, murs, fenêtres, mais également la technique, c'est-à-dire changement de chauffage, compléments comme panneaux solaires ou autres. L'avantage avec le CECB, c'est que vous avez un expert certifié CECB qui fait cette analyse et qui vous préconise ces mesures d'amélioration. Donc il y a une visite qui est faite sur place, visiter le logement, voir tous les points, récolter des informations comme les plans, les consommations. Puis en se basant sur cette analyse ainsi que tous ces documents, on établit un rapport CECB+, avec ces variantes d'amélioration. L'avantage avec ces variantes, c'est qu'elles ont deux points. De un, elles sont personnalisées sur le potentiel d'amélioration du bâtiment, mais elles sont aussi personnalisées selon vos besoins. La directive que vous voulez donner à vos travaux
vos besoins financiers. Et tout ça est calculé sur, l'investissement, mais aussi les possibilités de subvention. La plupart des cantons aujourd'hui subventionnent des rénovations énergétiques. Je vous donnerai certains détails par la suite. Mais voilà, avec un CECB+, vous avez un document de départ qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur le bâtiment, avec un avis neutre, des conseils personnalisés, et qui vous permettent de prédéfinir les rénovations que vous voulez entreprendre pour votre bâtiment. À savoir que sur le canton de Vaud, le CECB+, a l'avantage d'être subventionné pour autant que le bâtiment date d'avant les années 2000. Et vous avez le droit à une subvention de 1 000 francs pour un habitat individuel et de 1 500 francs pour tous les autres types de bâtiments. Dans les CECB+, vous allez avoir des variantes d'amélioration. Et une d'entre elles, une des principales qui est proposée, c'est la pompe à chaleur, c'est-à-dire un système de chauffage qui est durable avec de l'énergie renouvelable. La pompe à chaleur, elle existe en deux versions. Il y a la pompe à chaleur RO, qui est un modèle avec un module extérieur qu'on met à l'extérieur de votre maison, qui transforme l'air en énergie calorique pour chauffer la maison, mais aussi pour chauffer l'eau chaude. Ça, c'est le modèle RO. Il existe le modèle géothermie. Géothermie, donc, il va chercher l'énergie dans le sol, également pour chauffer la maison, ainsi que l'eau chaude. Ces deux systèmes ont l'avantage d'être des énergies renouvelables. C'est des systèmes aujourd'hui qui non seulement vous y retrouvez d'un point de vue écologique, mais aussi d'un point de vue financier. Parce qu'aujourd'hui, si vous entreprenez des démarches pour une pompe à chaleur et que vous êtes en chauffage à gaz ou mazout, premièrement, vous bannissez vos factures de gaz et mazout. Et si vous êtes en chauffage électrique, vous allez réduire considérablement vos factures d'électricité grâce à la pompe à chaleur. On a un modèle qui vous sera présenté où vous avez non seulement un livre blanc avec toutes les questions que vous pourriez avoir sur la pompe à chaleur, mais on a aussi un calculateur en ligne que Romande Énergie propose pour justement pouvoir faire un devis en se basant sur des questions que je vous montrerai à la fin, des questions sur votre bâtiment et l'utilisation de votre chauffage pour avoir déjà une vue d'ensemble sur le prix, sachant aussi que comme pour le CECB+, le canton subventionne aussi les installations de pompes à chaleur à partir de 5 000 francs pour le modèle RO et à partir de 15 000 francs pour le modèle géotherme. Quand vous installez une pompe à chaleur, si vous êtes en chauffage à gaz ou à mazout, vous allez légèrement augmenter votre facture d'électricité. En augmentant votre facture d'électricité, vous allez pouvoir réfléchir à la solution des panneaux photovoltaïques, c'est-à-dire produire votre propre énergie. Quand on parle de panneaux photovoltaïques, c'est vraiment prendre l'énergie du soleil pour en créer de l'électricité. L'avantage clair aujourd'hui d'une installation photovoltaïque, sur le plan purement écologique, vous êtes un réel acteur de la transition énergétique parce que vous produisez de l'énergie verte. En premier temps, vous essayez de l'autoconsommer un maximum, c'est-à-dire que c'est votre énergie que vous consommez, et pour ce que vous surproduisez avec des panneaux photovoltaïques, c'est réinjecté sur le réseau. Donc non seulement vous avez ce que vous économisez en l'autoconsommant, mais également ce que vous réinjectez sur le réseau à une valeur de reprise qui dépend après du gestionnaire de réseau dans lequel vous êtes. Pour bien avoir un bon devis pour une pompe à chaleur, il faut prendre en compte deux choses. La composition de votre bâtiment, c'est-à-dire l'espace que vous avez sur votre toit pour installer des panneaux solaires. Donc ça peut être sur votre toit, de la maison, comme du garage, tout dépend après de l'installation. Mais ça dépend aussi de votre consommation. Donc c'est-à-dire que les kilowattheures que vous consommez à l'année, il n'y a aucun intérêt à mettre trop de panneaux sur votre toiture si vous avez une consommation basse, parce que vous allez tout simplement réduire votre temps de consommation. Donc, ce n'est pas non plus le plus intéressant pour vous. Et donc, en combinant la composition de votre bâtiment et votre consommation annuelle d'électricité, vous allez pouvoir avoir un calcul approximatif du nombre de panneaux et de puissance que vous allez avoir sur votre toiture. À savoir qu'il y a un calcul qui se fait que vous diminuez environ 30% votre facture d'électricité, en sachant que si vous changez aussi un petit peu votre mode de vie et vous essayez d'optimiser votre autoconsommation, vous pouvez encore la réduire plus grandement à ce niveau-là. Il y a aussi, il y a aussi un devis que je vous montrerai éventuellement à la fin sur la possibilité de voir via votre toiture la possibilité d'une installation photovoltaïque pour votre maison. Et vu qu'on a parlé de système de chauffage et de produire de l'électricité, partons aussi sur l'aspect de la mobilité électrique. Aujourd'hui, vous pouvez installer une borne électrique si vous achetez un véhicule électrique
et recharger directement à la maison. Le premier point, c'est qu'aujourd'hui, si vous installez votre borne électrique, vous allez pouvoir non seulement, si vous avez, je vous parle avant des panneaux photovoltaïques, vous allez pouvoir augmenter votre taux d'autoconsommation, donc ce sera plus intéressant, non seulement pour rentabiliser la borne électrique, mais aussi vos panneaux. Mais surtout, vous allez recharger avec le prix de votre électricité et pas des bornes publiques qui ont tendance à être à un prix beaucoup plus élevé. L'investissement est plutôt faible par rapport à un investissement comme une pompe à chaleur ou des panneaux photovoltaïques. Donc ça peut être rapidement installé selon selon vos capacités financières. Et puis c'est facile et rapide d'installation. Donc ce n'est pas une installation qui dure très longtemps et ce n'est pas une très grande complexité technique à le faire. À savoir que vous voyez qu'avec l'évolution du prix, que ce soit du mazout ou du gaz pour la pompe à chaleur, mais également tout simplement du mazout pour pour les véhicules thermiques. Aujourd'hui, c'est une réelle économie d'installer une borne électrique et d'envisager un véhicule électrique. Voilà les 3 points principaux que on peut prendre sur cette présentation. Maintenant, il y a 2-3 points de conseils qu'il faut vous donner quand vous envisagez cette rénovation. Je vous ai parlé du CECB au début. Envisagez le CECB comme premier point de départ pour vos rénovations énergétiques, parce qu'ils vont vous permettre vraiment d'avoir une vue d'ensemble du bâtiment avec des solutions personnalisées. Le fait de prioriser correctement vos travaux et vous permet non seulement de gagner du temps et de l'argent, et en parlant des subventions qui sont octroyées, que ce soit par le canton, la confédération ou les communes, envisagez premier lieu de faire les demandes de subventions et d'attendre l'accord de la décision. Parce que sinon, vous ne pourrez pas bénéficier clairement des subventions et elles peuvent vous être refusées par la suite. Vous avez entre autres un outil de recherche de subventions que je vous ai fourni sur la présentation et vous pouvez voir tout le système du programme bâtiment du canton qui donne vraiment tous les détails des subventions octroyées, des montants, des conditions. Prenez bien ça en compte. Et quand vous envisagez aussi des mesures d'amélioration, donc n'hésitez pas à demander plusieurs devis à plusieurs prestataires. Choisissez toujours un prestataire, ou en tout cas essayez d'entreprendre avec un prestataire qui est sensible sur les notions d'énergie. Et entourez-vous d'un professionnel, que ce soit pour une rénovation précise ou éventuellement avec un expert CECB ou quelqu'un qui peut vous accompagner, un chef de projet pour votre projet de rénovation si vous avez plusieurs points. La rénovation énergétique, c'est complexe. Il y a des points différents. Il y a des références chauffagistes, des installateurs, monteurs, des spécialistes pour la toiture, mais également pour l'isolation périphérique, fenêtres et autres. Donc n'hésitez pas à vous entourer de professionnels à ce niveau-là qui peuvent vous conseiller et personnaliser ces conseils pour vous. Et si vous comparez des offres, comparez bien et différenciez ces offres, qu'elles ont différentes l'une pour l'autre. Des fois, le montant ne veut souvent dire qu'il y a une différence aussi sur la qualité du service qui vous est fourni. Donc, n'hésitez pas à les comparer. Et pour terminer, on peut vous montrer sur l'ensemble des calculateurs. Donc pour les calculateurs, c'est très simple. On va vous montrer pour la pompe à chaleur en premier lieu. Voilà. Monde Énergie propose ce calculateur en ligne. Donc il faudra bien avoir certaines informations du bâtiment pour que vous puissiez avoir ce premier devis informatif. Si vous saisissez directement votre adresse, une adresse, comme ça vous pouvez voir, vous choisissez votre adresse directement. On va prendre un bâtiment, vous pouvez voir. Donc voilà, il identifie le bâtiment. Et à partir de là, vous validez que ce soit bien le vôtre et vous répondez à certaines questions. C'est très simple, vous basez simplement si c'est une maison familiale simple ou une maison mitoyenne ou un immeuble d'habitation. Si c'est un immeuble d'habitation, il faut simplement sélectionner le nombre de niveaux, le nombre d'appartements. Donc là, on peut mettre 3 appartements, enfin 3 niveaux et puis 2 appartements pour se donner un comparatif. Vous mettez l'année de construction du bâtiment. Et là, c'est un point important qu'il faut mettre, surface chauffée. On parle de surface de référence énergétique. C'est important de compter les mètres carrés chauffés que vous avez approximativement dans la maison. Mais là, on peut partir par exemple sur 150 mètres carrés pour que vous puissiez vous faire une idée. Ça, c'est un des points à saisir. Le nombre d'occupants que vous êtes dans la maison, vous êtes 4 par exemple. Vous pouvez mettre après manuellement si besoin. Définir votre système de chauffage actuel. Par exemple, vous êtes au chauffage à mazout.
Vous définissez l'eau chaude. Est-ce que vous avez un boiler indépendant ou est-ce que c'est lié avec le chauffage à mazout? Donc là, par exemple, on peut dire que c'est avec le chauffage à mazout, avec le chauffage directement. Voilà. Définissez votre distribution, chauffage au sol, radiateur ou les deux. On va dire que c'est du chauffage au sol. Et là, il y a le point important que vous devez avoir, c'est votre consommation. Typiquement, sur du mazout, il faut définir le nombre de litres que vous consommez à l'année en moyenne. Vous prenez une moyenne sur les 3 dernières années. Puis vous saisissez, par exemple, là, il vous a fait un calcul à 1740, mais par exemple, vous pourriez tout à fait consommer 2200 litres. L'avantage en faisant cette analyse, c'est que le calculateur va faire un calcul pour vous sur la puissance de la pompe à chaleur et vous proposer des solutions. Sans aller forcément plus loin, vous pouvez simplement saisir vos données et puis les informations sur l'installation que vous désirez. Et vous avez un code promotionnel qui a été adapté pour cette présentation, pour ce webinaire. À la fin de ce calcul, vous aurez une vue d'ensemble sur les propositions d'une pompe à chaleur RO et une pompe à chaleur géothermie. Je vous ai expliqué la différence sur les deux. Et vous pouvez voir la différence de prix pour une installation comme une autre. Et comme ça, si vous avez un comparatif, si vous voulez éventuellement comparer avec d'autres prestataires. Après, il est toujours important, que ce soit pour un système ou un autre, de voir ce qui vous est proposé par la suite sur des modèles clés en main, sur des modèles de suivi de chantier administratif ou autre. Donc voici un petit peu pour la pompe à chaleur. Et on peut juste vous montrer pour le photovoltaïque. Voilà. Là, on est sur le devis. Donc là, également, vous allez saisir l'adresse. Vous allez voir tout de suite après. L'avantage avec ce système, c'est qu'il va prendre en compte votre toiture et définir en fait le pan de votre toiture. Il va aussi définir par rapport à un code couleur sur la référence si c'est intéressant un pan plus qu'un autre. Typiquement sur ce modèle du bâtiment, on est sur un toit plat et vous voyez il y a des parties qui sont légèrement orangées plus que d'autres, tout simplement parce que vous avez l'exposition du soleil qui vous est montrée. Donc si vous avez une partie qui est moins intéressante, vous envisagez celui que vous désirez. Il vous calcule la surface du toit. Là, par exemple, on est sur une grande toiture, hein, c'est 920 mètres. Vous pouvez choisir une nouvelle construction si jamais c'est pas pour de la rénovation. Puis si vous continuez, vous aurez des mêmes types de questions qui vont se baser pour calculer vos kilowattheures, c'est-à-dire est-ce que vous êtes en chauffe-eau électrique, pompe à chaleur. Là, on reprend le même cas, on est à mazout sur un chauffage. Et après, il vous demande vos kilowattheures que vous consommez à l'année. En saisissant vos kilowattheures, le fournisseur se met automatiquement, vous choisissez encore votre tarif, il va vous faire un calcul de la même manière que pour la pompe à chaleur par rapport à la surface de toit que vous avez mis, à prendre bien en compte que effectivement le système ne prend pas en compte les obstacles qu'il pourrait avoir sur le toit. Et ça, c'est en deuxième temps quand vous pourrez définir exactement le nombre de panneaux que vous installez. Donc voici deux outils qui peuvent vous aider déjà à vous faire un comparatif, que ce soit sur le prix. Et puis après, sur l'aspect de la technique, chaque conseiller pourra vous donner des informations pour la suite, plus personnalisées pour votre bâtiment, directement. Donc, voici pour la part des présentations. Je vous ai donné les points à bien prendre en compte, à utiliser les outils qu'on vous propose. Et n'hésitez pas à regarder sur l'aspect des subventions. Et puis, sinon, je pense qu'on peut directement passer aux questions. Nous attendons les questions, s'il y en a. Est-ce que quelqu'un a une question en particulier? Donc, une première question pour Sandrine. Est-ce encore le bon moment d'acheter puisque vous disiez que les prix augmentaient et les taux également? Oui, tout à fait, c'est une très bonne question. Là, on va remettre le contexte, hein. On a pu constater qu'on n'a jamais vu des prix de l'immobilier aussi hauts que sur ces 10-20 dernières années. Et puis, à contrario, en ce moment, depuis le mois de décembre, on voit une forte hausse des taux d'intérêt sur le marché hypothécaire, qui est due à plusieurs facteurs. Ça fait longtemps qu'on la prévoit. On en parle depuis des années. Là, elle est venue, mais elle est venue beaucoup plus vite que prévu et surtout de manière très exponentielle. On a le problème de la guerre en Irak, où il y a une forte pression sur tout ce qui est les prix de l'énergie. Et là, je pense que Thiago ne va pas dire le contraire par rapport au mazout et à toute la partie gaz et également électricité.
Donc ça fait monter les prix. Donc s'il y a de l'inflation, il y a les taux d'intérêt qui montent. On l'a vu. Aujourd'hui, la Fed, donc la fédération, la Réserve fédérale aux États-Unis a monté ses taux d'intérêt, et également la Banque centrale européenne. Aujourd'hui, la BNS l'a pas fait. Donc, est-ce que c'est momentané et on va rebaisser? Est-ce que c'est durable? Ça, aujourd'hui, je dirais que c'est assez difficile de le dire. Par contre, on voit qu'il y a toujours une forte demande de marché. Il y a toujours beaucoup de dossiers hypothécaires qui arrivent et on voit peut-être aussi une crainte de la part des clients et qui veulent aujourd'hui absolument être rapides dans la négociation de leur bien immobilier et de l'achat. Mais je dirais que peut-être que aller plutôt sur du moyen terme aujourd'hui sur les taux d'intérêt hypothécaires parce qu'on risque d'avoir une correction sur les taux. Mais comme je vous ai dit, je n'ai pas la boule de cristal. Là, je parle dans le contexte économique de ce qui se passe sur ces taux d'intérêt hypothécaires en ce moment. Une question pour Thiago. La pompe à chaleur fait-elle du bruit et peut-elle donc avoir un impact sur mon confort de vie? C'est le confort de vie de chacun. Effectivement, les deux modèles que je vous ai décrits avant, la pompe à chaleur, géothermie, non. Sur l'aspect confort, il n'y a pas de visuel, c'est de la sonde en terrain, donc c'est sous le sol, vous ne le voyez pas et elle ne fait pas de bruit. Le modèle extérieur Aero peut faire du bruit. Après, on est sur des technologies qui ont beaucoup évolué. Donc on est sur des modèles qui sont généralement autour des 30 décibels et quand elles sont à pleine puissance, elles sont autour des 36-37 décibels. Ce qu'on conseille généralement, c'est de ne pas forcément le mettre en dessous d'une pièce à vivre, mais vous le mettez aussi en extérieur contre le mur. Donc l'important, c'est plutôt l'aspect de la distance en face et qu'en dessus, vous ne soyez pas forcément sur des pièces à vivre. Après, c'est le ressenti de chacun. On est 32 décibels, on n'est pas forcément sur des bruits très hauts, mais chacun a son ressenti. Donc dans l'idéal, on le conseille installer ou sinon, vous essayez d'installer le module extérieur un petit peu plus loin de la maison. Ça dépend un petit peu après quels sont vos ressentis vis-à-vis du bruit. Mais aujourd'hui, on est sur des modèles qui sont extrêmement moins bruyants que ce qu'on faisait il y a 5-10 ans en arrière. Là, je vois une question pour ma partie. Pourriez-vous préciser ce qu'est le nantissement par rapport au deuxième pilier? Donc, comme ça a été nommé dans la présentation, le nantissement, c'est le fait de mettre en garantie votre caisse de pension pour l'achat d'un bien immobilier uniquement pour la résidence principale. Donc, au lieu de le retirer, vous donnez comme garantie à l'institut financier qui va vous faire ce qu'on appelle un acte de nantissement. Et c'est elle qui aura tous les droits par rapport à votre caisse de pension. Je vois aussi une autre question. Question pour retraite populaire. Lorsqu'on veut rénover un immeuble en PPE, peut-on demander un prêt hypothécaire au nom de la PPE géré par son administrateur ou est-ce que tous les copropriétaires empruntent individuellement? Alors, il y a deux façons de voir. Il y a la personne qui détient un immeuble sous forme de PPE, mais il y a des copropriétaires. Alors oui, chaque propriétaire doit avoir son emprunt individuel. Ça peut être un projet global. Par contre, ce sera l'administrateur qui va après s'occuper de mettre pour chaque copropriétaire les frais qui sont inhérents à ces rénovations. Mais c'est le copropriétaire qui doit emprunter pour son bien à lui. Encore une question pour Thiago. Quelle est la durée de vie d'une pompe à chaleur si, par exemple, ma maison a déjà 40 ans? Les systèmes de chauffage, on parle généralement des durées de vie. Alors, c'est très large, hein, ça va de 20 à 30 ans. J'ai toujours tendance à dire que c'est comme un véhicule. Plus vous l'entretenez et puis plus la maintenance est faite sur ces modèles et plus ils vont durer longtemps. Après, généralement, on est rarement au-dessus des 30 ans, on est rarement en dessous des 20 sur l'ensemble. Mais bien entretenu, c'est un système qui peut durer longtemps. Pour la pompe à chaleur géothermie, l'avantage, c'est que si vous investissez sur une sonde géothermique, ça a une durée de vie minimum de 40 ans, la sonde géothermique en elle-même. Vous changez peut-être le modèle intérieur de la pompe à chaleur, mais pas forcément la sonde géothermie. Donc l'investissement que vous feriez pour un forage va durer minimum pour 2 installations. Une autre question? Quelles conditions particulières? Alors ça, il faudrait préciser. Il y a une personne qui a demandé quelles conditions particulières pour l'achat immobilier, mais j'aimerais juste que vous précisiez
les conditions que vous aimeriez connaître? Sinon, j'ai encore une question pour Thiago. Combien de temps le CECB est-il valable? Autant le certificat CECB comme la prestation CECB+, ont une validité de 10 ans. Ça vous permet de garder l'état énergétique. Si éventuellement vous venez à changer l'état énergétique du bâtiment, vous pouvez faire une réactualisation. La réactualisation vous relance pour 10 ans. Donc c'est 10 ans de validité pour un certificat. Alors, j'ai la réponse pour ma condition particulière. C'est une personne qui est bientôt à la retraite. Alors, c'est exactement la même chose que l'exemple que je vous ai montré. On fera un calcul de votre capacité financière. Donc, on prendra en fait les rentes de l'AVS, de votre deuxième pilier ou d'autres rendements que vous pourriez avoir. Et on va contrôler que votre capacité financière correspond aux 33% de votre revenu. Aujourd'hui, pour les personnes, mais uniquement pour les personnes retraite populaire, donc pour les personnes qui feraient en financement auprès de retraite populaire pour la caisse de pension de retraite populaire, à ce moment-là, on peut aller jusqu'à un rapport charge-revenu de 40%. Mais uniquement ces personnes-là. Je vois une question qui est: quels sont les coûts annuels d'une pompe à chaleur? Alors les coûts annuels, principalement déjà il y a l'électricité. Il y a un calcul qui va toujours dépendre de votre manière de consommer, mais on dit que généralement ça représente un tiers de votre consommation actuelle, par exemple en gaz ou mazout. Vu l'évolution du prix du mazout et du gaz, c'est un peu plus intéressant, sachant qu'il y a une forte possibilité que l'électricité augmente. Après, pour l'aspect de l'entretien et autres, ça va dépendre du modèle et de votre installation. C'est des montants qui sont qui peuvent varier de 500 à 1000 à 1500. Ça dépend en fait du modèle que vous installez, de la garantie qu'inclut le modèle de la pompe à chaleur, qu'est-ce qui est pris en compte. Donc c'est assez vague pour répondre à ça. Et sur l'aspect de l'électricité, a tendance à parler entre 5 et 8000 kWh de plus par année que vous consommez avec une pompe à chaleur si vous êtes sur un modèle à gaz ou à mazout. Et puis pour les modèles électriques, généralement vous avez tendance à diviser par 3 votre consommation électrique. Très bien. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc finalement, on aura le mot de la fin avec Thiago. Oui. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et merci pour votre participation et votre écoute. Merci beaucoup et une bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.